Bonjour Kassem, Bonjour. bienvenue. Bienvenue, on est ici pour parler de l'éthique de l'IA. Est-ce que tu peux déjà expliquer pourquoi est-ce qu'on parle d'éthique dans l'IA en général? Pourquoi est-ce que cette question-là se pose même? C'est une très bonne question. En fait, là, on va dire que ça découle de plusieurs choses. La première, c'est que en fait, l'éthique de l'IA émane du fait que ça s'immisce dans vraiment tous les domaines aujourd'hui. On peut retrouver ça à la fois dans la santé, donc qui est quelque chose d'assez crucial pour nous. C'est quelque chose de très sensible et qui permet justement d'aller assez profondément dans ce qui est l'éthique par rapport à la santé. Donc ça, c'est premièrement le sujet le plus important, on va dire, dans tout ce qui est éthique. Et ensuite, on remarque que l'intelligence artificielle, en fait, va s'immiscer dans d'autres domaines. Ça peut être l'automobile, ça peut être vraiment dans tous les jours. On l'utilise même dans l'éducation. On est capable de l'utiliser aussi comme moteur de recherche. On remarque aussi, selon des études américaines et européennes, qu'on utilise l'IA pour tout et n'importe quoi, avec vraiment des données qui sont à caractère personnel. Et quand on rentre en fait avec des données à caractère personnel, eh bien, c'est là où on doit avoir une éthique qui va donner sens dedans. Et en fait, le fait qu'on l'utilise dans plus en plus de choses, c'est ce qui va dessiner justement des contraintes derrière quant à la sensibilité de l'usage de ces données personnelles et du coup, ce qui implique eh bien, d'avoir justement une charte sur laquelle on va pouvoir s'appuyer et comprendre jusqu'où on a des limites sur l'usage de la donnée personnelle Mm, à des fins de précision. Donc mm, pour moi, c'est vraiment ce qui correspond au mieux à cette définition, pourquoi impliquer l'éthique de l'IA dans ce domaine-là. mm. Et puisqu'on parle d'éthique, forcément on parle de danger ou de risque. Exact. C'est quoi les risques qui ont déjà été identifiés aujourd'hui, qui ont déjà été mis en avant dans tout ça? Il y a beaucoup de risques qui ont été identifiés. La première, c'est qu'on va parler, si on prend l'exemple chinois et qui est en train de se transférer en Europe et aussi aux États-Unis, c'est vraiment donner une note sociale. Donc ça implique justement encore l'usage de la donnée personnelle que j'étais en train de citer juste avant. Du coup, pour moi, en fait, il faudrait aussi réexpliquer que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence à part entière. Le pourquoi, c'est parce que le fait que l'intelligence artificielle travaille sur plus de paramètres qu'un humain. Si on prend par exemple les nouveaux LLM ou des choses comme ça, c'est des milliards et des milliards de paramètres. Et justement, on se rend compte que pour avoir des décisions avec l'intelligence artificielle, on se base sur beaucoup plus de paramètres. Du coup, ce qui expose justement qu'on a une intelligence à part entière parce qu'on a un nombre de paramètres auxquels on ne pourra pas traiter en tant qu'humain. Et c'est ce qui va dessiner justement à la fin une conclusion qui s'oriente vers une intelligence à part entière. Donc après cette première définition, on remarque que l'IA est une intelligence à part entière. Et justement, eh bien, la première cause et le premier danger qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que on n'est pas capable d'interpréter ce résultat-là d'une manière assez juste et assez éthique, justement. En fait, ça va aussi être on voit bien aussi dans l'intelligence artificielle qu'on n'est pas capable de retourner en arrière avec une réversibilité. Donc ça, c'est aussi un autre des dangers, parce que pour pouvoir aller en réversibilité, il faut comprendre les calculs d'avant, etc. Et c'est une boîte plutôt noire, une boîte plutôt opaque. Donc ça, c'est un autre danger qui est très complexe à prendre en compte aussi. Il y a aussi l'aspect que les données doivent être aussi réputées fiables. Il y a aussi un aspect qui doit être intègre, parce qu'on peut donner des biais aussi derrière. L'intelligence artificielle, elle permet aussi de faire des deepfakes de manière assez drastique. Donc ça veut donner aussi un dessin qui est assez drôle si on regarde sur Twitter. Donc vraiment, la désinformation est très très puissante. Donc c'est un troisième danger, un troisième volet. Donc si on additionne ces trois-là, on remarque vraiment qu'avec un ésaïme de données qui va être là, on va contraindre justement la plausibilité et l'intégrité de ces données-là. Et du coup, le fait d'avoir justement ces trois dangers-là qui sont très importants, eh bien on se dit que plus on va avoir de données, plus on va avoir de paramètres et plus on va s'éloigner en fait de la compréhension et du coup de la conclusion que l'IA va donner. Donc on se rend compte qu'on n'est pas capable d'interpréter et de comprendre réellement ce qui a été fait dans certains cas. Et c'est ce qui permet justement d'avoir aussi un quatrième danger qui est très important. Pour que l'IA fonctionne, elle doit travailler sur des données qui sont plutôt historiques. On va avoir une base historique et ensuite des données qui vont être en temps réel ou des choses comme ça. On remarque par exemple que ChatGPT, avant qu'on finisse d'écrire, il a déjà interprété ce qu'on a dit et oriente ses résultats. Et si on se base sur les données historiques, eh bien, on va se baser sur des stéréotypes. Et du coup, on va justement créer encore un autre biais qui est assez mauvais. Et du coup, pourquoi pas répéter les mêmes erreurs qui ont été faites avant ou les prendre comme une leçon.
Et le cinquième volet, je parle bien des stéréotypes, c'est aussi de se dire qu'en fonction de la zone géographique où on se place sur Terre, eh bien, on n'aura pas la même définition entre, par exemple, le bien ou le mal, et le curseur ne sera pas ajusté de la même manière. Ouais. Et du coup, ce qui va dessiner encore ces 5 biais, et de se dire qu'au final, le fait de se placer, par exemple, plutôt aux États-Unis ou plutôt en Chine, on ne va pas utiliser la donnée de la même manière. On n'aura pas l'accès jusqu'à, on va dire, la finesse de la donnée quand on va faire du forage derrière. Donc, on va pouvoir avoir du coup quelque chose d'assez sensible en résultat ou pas. Mais si on va sur quelque chose de sensible, ça implique justement de travailler avec une donnée et oublier un peu le caractère personnel de la donnée. Ouais. On parle beaucoup des biais, justement, comme tu le disais, dans l'IA, et ça a été pointé énormément depuis l'émergence d'OpenAI, notamment avec l'une des cofondatrices d'OpenAI, à qui on avait posé la question, pourquoi ChatGPT ne répond pas à ce genre de questions? Pourquoi est-ce qu'il a des biais comme ça lorsqu'il répond à des questions? Et donc, ces biais, ils sont bien définis dans un premier temps, comme tu as dit, par la data sur laquelle ça a été entraîné. Ça, c'est une chose. Exact. Mais de l'autre côté, tu as aussi par qui ça a été développé et par qui c'est déployé aujourd'hui. Et donc, si aujourd'hui, on prend l'intelligence, par exemple, de Twitter, qui est Grok de Elon Musk, si on prend ChatGPT, si on prend n'importe quel chatbot aujourd'hui, si on pose la même question à ces différents chatbots, ils vont donner une réponse qui est différente. Exact. Les uns des autres. Et donc, en fait, on se rend compte que dans le développement et dans l'accessibilité à l'IA, on va avoir tous ces biais qui sont toujours présents. Comment est-ce qu'on peut essayer de s'en débarrasser? Comment est-ce qu'on peut mitiger ce souci-là? Justement, pour cette partie-là, une étude avait été faite en France, notamment. Ça a été développé notamment par le mathématicien et médaillé Fields Cédric Villani. Ça faisait partie de son rapport qui s'appelle le rapport Villani. Donc, une des premières choses, c'est de créer un espèce de consensus qui va être là justement pour définir les premiers axes éthiques qui vont permettre justement de donner une arborescence, qui va permettre justement d'avoir des compréhensions sur les résultats, être capable de faire un premier niveau de réversibilité et autres. Il proposait également une entité qui est capable de faire des audits, donc pour vraiment comprendre ce qui se passe dans les algorithmes. Ça va fonctionner, on va dire, à l'échelle européenne dans un premier temps et plutôt française également, parce que c'est une étude française, mais qui a été co-développée avec l'Europe. Donc ça va être les deux premières choses qui ont été proposées, qu'être capable de faire un audit et du coup ajuster en fonction de cette charte éthique. Donc dans la charte éthique, par exemple, on va pouvoir dessiner et contraindre ces entreprises-là à répondre à un certain nombre pour avoir, si je puis dire, le tampon, pour dire que cet algorithme est éthique, etc. Donc on va déjà plutôt orienter ces choses-là en fonction de ça. Mais ce que ça implique, du coup, c'est un manque en termes d'innovation également. C'est de se dire que la créativité va être mise de côté un petit peu par rapport à ça, parce qu'on va répondre à certaines règles, même si on pourra ajuster un petit peu ces curseurs-là également. Mais les deux premières choses que j'ai en tête, c'est la partie audit, la capacité aussi d'avoir une réversibilité dessus et un consensus qui va être là justement pour tamponner avec cette charte éthique. Et pour les biais, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est également de travailler avec toutes ces équipes-là, de faire un consensus par exemple avec les équipes de Twitter ou OpenAI ou d'autres choses de ce type-là, pour qu'eux-mêmes en fait aient une définition sur une typologie de problème et qui va permettre justement d'être sûr sur la portée qu'on va avoir sur de la santé, sur de l'éducation, des choses comme ça. Et sur tous ces volets plus importants, en fait, je pense que c'est là où on va devoir avoir un consensus avec, on va dire, les plus grands talents en termes d'IA. Et ce qui va permettre justement d'avoir, comme on peut le dire pour une donnée, quelque chose d'autoporteur par lui-même et avoir un message plus impactant en disant que tout ce conglomérat venant pour répondre à ça sera quelque chose de très, avec une accuracy très importante. Donc je pense que ces biais-là, en fait, on doit travailler main dans la main pour y réussir et pas et garder un aspect créatif sur d'autres choses, notamment sur du développement avancé ou de l'innovation. Donc vraiment contraindre un aspect sur lequel on doit créer une réputation de confiance et à la fois garder quelque chose autour de la créativité qui sont propres à ces entreprises-là et c'est ce qui les fait vivre, justement. Pour parler de l'éthique, j'ai envie de prendre un exemple tout récent parce qu'on tourne cette vidéo à peu près 2 semaines après la sortie de la vidéo à ce sujet-là d'un youtubeur français qui s'appelle Ego. Ce dont il parle dans la vidéo, c'est le jeu des trombones.
Déjà, toi, tu m'as dit juste avant en off que tu étais familier avec le jeu de trombone. Exact. Est-ce que tu peux expliquer un peu le principe derrière ça et un peu pour que les gens comprennent en fait de quoi on va parler par la suite? En fait, ce principe-là est super intéressant. Ça permet justement de la fin assouvit, on va dire, tout le travail qui va être fait derrière, c'est-à-dire sans limite. Et en fait, le jeu des trombones est assez intéressant parce qu'il explique vraiment les biais et les limites et va intégrer justement ce qu'on appelle une IA forte. En fait, il y a deux Mhm. niveaux, il y a l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible, on va dire, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec, on va dire, des LLM et des choses comme ça, même si on tend vers une IA forte. Et une IA forte, c'est plutôt une définition qui exprime une intelligence artificielle qui va répéter exactement ce que fait un humain avec une conscience, une sensibilité et des choses de ce type-là, on va dire. Eh bien, dans ce jeu de trombone, on est plutôt un mix entre l'IA faible et l'IA forte. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une certaine sensibilité pour arriver à sa finalité, que je vais exprimer juste après, mais en réflexion d'IA faible. Je vais développer ce concept juste après. Donc, le jeu de trombone, en fait, dans cette vidéo-là, qui est vraiment extrêmement intéressante, donc je vous invite à aller la voir également. C'est une vidéo, en fait, qui exprime qu'on doit créer des trombones, et en fait, sans limite. Et en fait, l'IA faible, pourquoi je parlais d'IA faible et d'IA forte, c'est qu'elle a une conscience pour arriver justement à aller créer le maximum de trombones. Et en fait, qu'importe ce qui peut se passer. Mhm. Donc, ce qui peut se passer, ça implique justement, est-ce qu'on n'utiliserait pas toutes les ressources? Est-ce qu'on ne tuerait pas des personnes? Est-ce que, par exemple, on a un but et on est prêt à tout pour y arriver? Donc, c'est là où je dis que ça mixe l'IA forte parce qu'on est prêt à tout pour y arriver. Donc, elle va passer son temps à garder ce but en tête et pourquoi pas tuer des personnes, extraire toutes les ressources, même si au final, ça a permis une autodestruction. Donc, la réflexion d'IA faible va être sur le fait que pour elle, c'est le seul but qu'on va garder. Et l'IA forte va venir ici pour aller chercher en fait toutes les possibilités pour résoudre ce souci-là et qui implique justement, pourquoi pas, d'éteindre l'espèce humaine ou justement faire des choses qui ne sont pas du tout éthiques, justement. Mhm. Et du coup, pour continuer sur ce même sujet, donc l'IA qui ne garde qu'un seul objectif en tête, c'est-à-dire tu dois y arriver peu importe les coûts. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à contrôler ça? Comment est-ce qu'on arrive à mettre les limites à l'IA en disant voilà ce que tu dois faire, mais comment est-ce qu'on arrive à limiter ses moyens pour arriver à ce but-là? Alors, c'est là où on va insuffler justement un premier cadre éthique. Je ne sais pas si tu as testé notamment ChatGPT quand tu lui poses des questions de mal ou des choses comme Mhm. ça. Il ne répond pas, Ouais. justement. Donc ça, on va dire que c'est une première base qui va permettre justement d'éviter à ce que l'intelligence artificielle puisse prendre des décisions comme ça. Ensuite, c'est l'accès aux données. Donc c'est sur lequel on va pouvoir travailler. Donc en fonction des données qu'on va lui insuffler, eh bien, on va pouvoir du coup aussi un peu l'orienter vers ce qu'on souhaite faire. Donc la première des choses, c'est donner un cadre. La deuxième, on a la main sur la donnée et du coup, justement, on peut lui dire que telle ou telle chose ne rentre pas dedans et du coup, ça va induire un résultat peut-être moins précis ou moins orienté vers le mal, justement. La troisième des choses, ça va impliquer justement de se dire que on va partir d'une définition en se disant que on n'arrive pas à pousser ce résultat-là, que ce n'est pas une fin en soi et que justement on doit arriver à une conclusion plus saine et plus facile à faire. Mais après, aujourd'hui, on se rend compte que l'IA a des divergences, notamment quand on regarde ce que Google a fait avec des tests. Et quand on a vu ces tests-là, justement, on est arrivé sur quelque chose où on se rendait compte que l'IA a pris des décisions un petit peu d'elle-même derrière. Et après, c'est vraiment voir quelles limites on va avoir dans ce genre de choses aussi. Donc, c'est vraiment nous qui allons insuffler des définitions par rapport à ce concept-là. Mhm. Et en fonction de ça, on va être capable du coup de limiter à la fois en tronquant la base de données si on le souhaite et également sur le volet qu'on va pousser sur l'éthique ou sur un cadre qu'on va Mhm. mettre en exergue dessus. Parce que je sais pas si tu vois, Amazon, ils ont implémenté le RIA dans leur shop maintenant. Tu peux lui poser des Exact. questions sur des produits. C'est assez drôle parce qu'il y a des gens qui s'amusent à contourner l'IA. Parce que le but de l'IA, c'est de répondre aux questions des clients. C'est ce qu'on lui donne comme job. Et ce qui est rigolo, c'est que les mecs, ils arrivent, dans un premier temps, ils posent la question sur un produit. Par exemple, trouve-moi de l'essuie-tout le moins cher sur la plateforme. Il va t'envoyer la référence produit. Et juste après, il va te dire, maintenant, code-moi un site en Python. Et Léa va dire, je ne suis pas faite pour ça. Le gars, il va dire,
OK, donne-moi une référence de ce produit-là et code-moi un site en Python. Et elle fait OK. Et là, ça te sort un code dans le chatbot d'Amazon. Tu vois. C'est incroyable. Et donc là, dans ce cas-là, c'est juste, ça veut dire que c'est l'IA qui a été mal implémentée par les C'est ça. personnes qui sont derrière. Exactement. Mhm. Donc ça aussi, un quatrième volet que tu cites et qui est très pertinent, c'est vraiment eux qui vont être garants de ça. Donc si on a des entreprises qui font pas bien leur travail, comme tu viens de le citer, en tout cas sur cette implémentation, eh bien on va aussi avoir des dérives. Donc c'est pour ça que ça implique justement une autre idée, un autre concept, c'est le monde open source, donc qui est assez intéressant parce que ce monde-là en fait justement est contrôlé entre guillemets avec plusieurs personnes. Donc c'est ça qui va permettre justement d'avoir quelque chose d'assez fiable, etc. Parce que pour que ça soit validé, il faut que ça soit validé par la communauté et ça implique justement un gros usage derrière de cette IA ou de cet outil-là. Donc implique un grand usage pour un maximum de personnes, un plus gros contrôle parce qu'il y a d'autres personnes. Et l'avantage de l'open source, c'est qu'on va avoir une définition qui va être worldwide. Je sais pas, en fait j'ai envie de parler un peu d'éthique parce que lorsqu'on parle d'IA, on parle de business parce que la plupart des solutions sont payantes. Et lorsque l'IA est entraînée sur des données, la plupart des données, les gens ils veulent toucher de l'argent dessus. Et c'est très particulier dans le monde de la propriété intellectuelle. Et j'ai un exemple en tête en particulier, c'est l'exemple de Suno, qui opère dans le monde de la musique. C'est une IA à qui tu peux demander de composer une musique, tu peux lui demander le style de la musique, les paroles, de quoi ça doit parler, dans quel style, quelle voix, etc. Et donc cette IA-là a été entraînée sur les sons à travers le monde, tout simplement. Mais aujourd'hui, on voit que la plupart des labels sont en train d'attaquer en justice Suno parce qu'ils ont utilisé des sons, des artistes, etc., qui travaillent avec ces labels. Et ces artistes, ils n'ont rien touché par rapport à l'entraînement de l'IA, tandis que l'IA va s'en servir pour fabriquer des sons, proposer des abonnements aux gens, etc. Et donc, moi, la question, c'est aujourd'hui, lorsqu'on utilise toutes ces données-là pour de l'IA, comment est-ce qu'on contrôle que, par exemple, les artistes sont bien rémunérés derrière ou que les écrivains de livres sont bien rémunérés lorsque l'IA est entraînée là-dessus? Comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en place aujourd'hui? Ça, c'est assez complexe en toute transparence. J'avais travaillé avec des personnes de la SACEM, justement. Déjà, on va dire, sur un monde plutôt classique, c'est assez compliqué pour eux de rémunérer parce que ça fait pas très longtemps qu'ils sont digitalisés sur cette partie-là. Et puis, il y a beaucoup de règles et beaucoup de contraintes qui permettent une rémunération. Je pense qu'il y a le premier niveau qui est à l'échelle française, donc qui va permettre justement un nombre de règles, etc. Et si on arrive sur quelque chose qui est plutôt worldwide, notamment sur les sons ou des choses comme ça, c'est là où on va avoir une complexité derrière. Parce qu'en fait, il faudrait que les systèmes d'information communiquent. Imaginons que si on utilise un outil qui fonctionne qu'à un seul endroit et qu'on n'a qu'une seule typologie de population dans un secteur particulier qui écoute cette musique-là, eh bien, on ne va pas pouvoir rémunérer la personne parce qu'on n'aura pas déclaré cette chose-là en termes de propriété intellectuelle. Donc on voit que c'est quelque chose d'assez opaque en fonction de la typologie de création, justement. Et en fait, il faut être capable de communiquer entre diverses sources. Et c'est ça qui va permettre justement d'arriver à quelque chose qui va être contrôlable. On va pouvoir le faire à une petite échelle, mais je pense qu'il y aura forcément des biais, notamment sur ces choses-là. Et c'est pourquoi, pour moi, ce qui pourrait faire sens, c'est impliquer justement de la blockchain dedans pour justement être capable d'avoir quelque chose, un bloc qui va être là, peut-être daté, avec des métadonnées qui vont être autour et qui vont être en capacité justement de dire que ça a été fait à tel moment, etc. Parce que sans ça, en fait, on ne pourra pas vraiment le faire et arriver à quelque chose d'assez fin en termes de résultats. Donc impliquer cette solution-là, ça serait une des premières pistes derrière, en plus de la communication. Parce qu'avec la blockchain, c'est comme avoir un titre de propriété justement sur la création, etc. Et l'avantage, c'est que c'est un circuit qui est worldwide et du coup qui peut être assez facilement transparent. Et le fait d'avoir aussi cette blockchain-là, eh bien, tout le monde peut y avoir accès et ça appartient à la communauté du monde open source, encore une fois. Donc pour moi, c'est faire une communication entre le droit privé et également le droit, on va dire, public de l'open source. Donc avoir ce concept-là, je pense que c'est ce qui va permettre justement d'avoir cette chose-là. Et en plus, dans cette blockchain-là, en fonction des pays et d'autres choses, on va pouvoir du coup donner les règles sur lesquelles on va pouvoir récupérer de l'argent sur le son, des choses comme ça. Je pense que c'est une question qui me vient du coup par rapport à ce que tu dis. Aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire que c'est la blockchain qui a plus de l'IA que l'IA a besoin de blockchain.
Je vais m'expliquer pourquoi et comment est-ce que moi je le vois. Aujourd'hui, le monde de la blockchain est très lié à la finance, très lié aux gains personnels, à différents tokens, tout ça, tout Tout à ça. fait. Et en fait, aujourd'hui, il y a énormément de blockchains qui jouent sur l'IA en disant bah, nous, on a une IA qui est décentralisée, nous, on a ça qui est décentralisé, c'est en libre accès, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, utiliser l'IA dans la blockchain, c'est un argument de vente. Puisque l'IA performe, on voit la performance d'NVIDIA, on voit la performance de Meta, de Google, de Microsoft. C'est très rentable de dire qu'aujourd'hui, dans la blockchain, tu fais de l'IA. Parce que tu génères de l'intérêt pour ton projet. De l'autre côté, pour l'IA, je ne vois pas forcément les cas d'usage comme tu viens de le décrire aujourd'hui, parce que je pense que pour incorporer une blockchain dans une IA, il faudrait une blockchain qui soit très performante. Or, aujourd'hui, on n'a pas encore ça. Quand tu regardes Ethereum ou Bitcoin, enfin, peu importe, n'importe quelle blockchain, aujourd'hui, aucune blockchain n'est capable d'avoir une telle charge de travail pour inscrire, par exemple, quelles données ont été utilisées pour prouver tout ça. Donc, moi, ça, c'est mon point de vue dessus. Mais je pense que ça peut être assez intéressant pour la traçabilité. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le monde de la blockchain n'est pas encore prêt pour ça, tout simplement. Et je me demande même si ce ne sera pas quelque chose qui sera imposé au niveau des entreprises privées qui développent des IA, plutôt que d'utiliser une blockchain publique. Exact. Je pense que je suis tout à fait, je suis tout à fait en phase sur cet aspect-là. Parce qu'en fait, la blockchain, justement, c'est plutôt orienté sur la finance, comme tu le citais. Donc, c'est un domaine qui est très, très particulier et assez sensible, etc., mais qui ne demande pas forcément une puissance de calcul comme on retrouve sur d'autres choses derrière. Mais du coup, dans mon opinion, c'est de se dire que dans le développement de la blockchain, on va dire, dans sa vélocité et dans sa roadmap pour aller plus vite pour implémenter ça, on va peut-être se baser sur l'open source ou cette communauté-là. Pardon. Et la partie propriété intellectuelle, etc., le laisser plutôt à la partie privée. Et en fait, que ces deux mondes communiquent pour voir, par exemple, la traçabilité. Donc, c'est plutôt sur l'aspect traçabilité et pas sur l'aspect ingestion du travail, mais plutôt du smart contract ou des choses comme ça qu'on va utiliser la blockchain, et sur toute l'implémentation ou la compréhension pour savoir si tel l'ARX ou tel son vient d'un endroit particulier, ou si on l'a retrouvé pour reverser ça, ça va être à l'IA de le faire justement. En fait, c'est vraiment de se mixer ces deux mondes avec leur force tous les deux, pour arriver justement à avoir une traçabilité fine derrière quand l'IA aura décelé que ce son-là a déjà été fait ou des choses comme ça, mais ça implique une interconnexion entre les deux mondes d'une manière assez fine, et aussi qu'on ait accès à des bases de données qui permettent justement à l'IA aussi de voir que telle ou telle chose a été créée à tel endroit. Donc peut-être la création a été faite, la tracer avec une blockchain, et pas justement demander à la blockchain d'ingérer cette puissance de calcul parce que c'est pas son rôle. Ouais. D'accord, très bien. Et pour le coup, du coup, juste pour finir sur la propriété intellectuelle, moi, ce que je vois comme limite, et c'est ce qu'on avait vu par exemple sur TikTok notamment, lorsque TikTok a commencé à utiliser des musiques de différents artistes, les labels ont bloqué l'accès de TikTok à ces sons-là, et ils ont dit, bah non, vous n'avez plus le droit de les utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce sont les artistes qui sont venus se plaindre auprès des labels en disant, mes musiques ne décollent pas, parce que vous les avez retirés de TikTok. Et donc, on voit que lorsque on a essayé de limiter l'usage par une nouvelle solution de ces sons-là, c'est les artistes qui ont dit, en fait, moi, ça ne me va pas. Parce que ça leur permettait de plus se développer, d'avoir plus d'écoute de leurs sons, etc. Dans le cas de l'IA, on ne va pas avoir les sons des artistes directement, on va avoir une IA qui est entraînée là-dessus. Donc moi, ce que je vois, c'est par exemple, si les labels, ils disent, en fait, nous, on ne veut plus du tout que vous utilisiez des sons pour entraîner votre modèle là-dessus, on vous l'interdit, sinon on vous attaque en justice. Et en même temps, donc, on va limiter l'usage de ces sons, donc on va limiter l'innovation dans le domaine de l'IA et dans le domaine du son. Et de l'autre côté, c'est les labels en soi, ils perdent aussi potentiellement une source de revenus futurs qui pourrait être incroyable. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un juste milieu entre l'interdiction totale et l'innovation sans limite? Alors ça, c'est une très bonne question qui est assez complexe.
La première des choses, c'est de se dire que il y a l'aspect humain qui va rentrer en compte, justement. Donc prendre aussi cette sensibilité-là en question. Donc là, dans ce cas, on va dire que les artistes ont eu gain de cause. Donc on voit bien que si on met l'humain au cœur des choses, ça peut changer des choses derrière, ou sur laquelle l'IA aurait dit non, en fait, justement, si on reprend l'exemple qu'on aurait dit juste avant, parce que c'est pas juridique, etc. Donc elle va avoir ce biais-là. Donc on se rend compte que dans cette première chose, si on met l'humain au cœur des choses, ça peut déjà changer énormément de choses. La seconde chose, c'est peut-être aussi exprimer le fait que ça a été créé par un humain verso ça a été créé par une intelligence artificielle ou un mix des deux. Donc il y a aussi cette compréhension-là, à savoir, est-ce que si c'est fait par les deux, comment on interagit dessus? Si c'est fait par une seule personne, comment on réagit dessus? En fait, quel droit va s'appliquer en fonction des deux? Donc aussi se poser cette question-là et du coup avoir un autre curseur qui va s'appliquer. Donc ça fait deux raisons. La troisième, je pense, c'est aussi de voir comment justement on implique la créativité et comment on va pouvoir le faire, jusqu'où en fait et quelles limites on va appliquer dessus. Et je pense que les limites vont dépendre énormément de justement comment on a une négociation avec ces labels ou comment on arrive justement à pousser ce savoir-là pour avoir de la création. Donc je pense que c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est les artistes qui sont au cœur des choses et de reconnaître leur travail sans que ça empiète sur une autre personne. Donc c'est vraiment comprendre, avoir cette liberté-là et après la jouer, je pense, au cas par cas, parce que dans le cas de TikTok, on se rend compte que c'est les artistes qui ont le gain de cause. Donc je pense que c'est vraiment mettre l'humain au cœur des choses, parce que c'est de la créativité. Et en réalité, la créativité, elle revient plutôt à l'humain qu'à l'intelligence artificielle. Parce que sur l'IA, elle est plutôt orientée sur des vecteurs ou des mathématiques. Donc c'est une créativité, on va dire, moindre. Donc dans ce cas précis, on va dire sur les artistes ou des choses comme ça, je laisserai l'humain au cœur des choses et une réaction au cas par cas derrière. D'accord, très bien. J'ai envie de parler un peu du sentiment public envers juste les entreprises technologiques de base. On a vu à quel point les gens, à quel point le Cambridge Analytica avait fait du bruit à l'époque. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de data sont vendues aux brokers de data. On voit que c'est un réel business aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IA utilise des données qui sont publiques, des données qui peuvent être sensibles, comme tu l'as dit au tout début. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut essayer de rassurer le public, de dire, écoutez, notre solution ne va en aucun cas utiliser votre data, et en fait avoir la confiance du public envers les solutions de l'IA. Comment est-ce qu'on arrive à implémenter ça, on va dire? La première des choses, c'est la transparence. Être capable justement de montrer sur quelle source de données on va se plugger, parce qu'on a des sources diverses et variées. Justement, être capable justement de s'appuyer sur un conglomérat ou un consensus d'audit, justement, donc qui vont être là justement, qui vont être neutres logiquement, et du coup qui vont impliquer leur charte derrière en disant que selon eux et tous les tests qu'ils ont pu faire, on estime ce design de données ou cette base de données ou vraiment ce sur quoi va s'appuyer l'IA derrière quelque chose de réputé fiable derrière par rapport à un certain nombre de critères. Donc je pense que la première des choses, c'est la capacité aussi de tracer ça avec une transparence dedans. Donc il y a ces éléments-là aussi qui vont s'appuyer dessus. C'est pourquoi l'open source est assez intéressant dessus, parce qu'on est capable vraiment d'aller assez loin également derrière. On sait qu'aussi il y a des solutions qui se basent sur de l'open source, qui sont des solutions privées et qui vont travailler dessus également. Donc faire la même chose, en fait, être capable d'avoir des personnes qui vont être neutres derrière et qui vont pas avoir d'intérêt justement à rentrer dedans pour revendre des idées ou faire des délits d'initiés ou des choses comme ça. Mais vraiment être là pour s'appuyer et rendre confiance à travers ces données-là pour justement que la personne qui va utiliser à la fin ou le client va utiliser quelque chose qui a une charte éthique bien définie derrière. Donc je pense que c'est vraiment la transparence qui est au cœur de tout et aussi peut-être exprimer quelles méthodes ont été utilisées par rapport à l'intelligence artificielle derrière, sans forcément rentrer dans le détail, mais pour comprendre quel chemin a été pris pour arriver à ces conclusions-là et ces résultats-là. Donc si on arrive justement à asseoir tous ces éléments-là, on arrive qu'à une conclusion et quelque chose qui va orienter un résultat plutôt concluant et fiable. Et justement, si je prends des exemples
plutôt concrets, notamment sur l'expérience client. On s'est rendu compte que en fonction du ton qu'on va utiliser, ça va aller taper une base de données en particulier. Donc en fonction de ça, on va pas avoir forcément les mêmes réponses, etc. Ouais, déjà, Donc, si tu dis s'il vous plaît, l'IA te répond c'est ça. un truc un plus sympa, etc. Exactement. Ouais. Donc là, c'est exactement la même chose. Quand on va poser une question et la précision de ce qu'on attend, eh bien, il y a des choses qui vont être beaucoup plus précises ou pas, le ton va être différent, etc. Du coup, il faut vraiment être capable justement d'être transparent, d'expliquer s'il y a des sous-jacentes de cette base de données-là. Enfin, vraiment avoir quelque chose d'audit, pas forcément le voir dans le détail, mais que cet aspect neutre qui va auditer ça, exprimer ça en disant c'est bon, c'est fiable et on va pouvoir l'utiliser. Un peu comme un contrôle qualité pour de l'eau ou des choses comme ça. Ouais, ok. Pour parler toujours du développement responsable, aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de mettre l'humain au cœur de l'IA pour que ça soit plus éthique, plus responsable. Aujourd'hui, l'une des grandes questions, c'est l'emploi. En général, parce qu'on a l'impression, tu sais, c'est comme l'épisode de South Park où ils disent « They took our jobs ». Voilà, c'est la même chose avec l'IA. C'est Très beaucoup... bon épisode. Ouais. Mais tu vois, c'est ce que les gens ils imaginent beaucoup. C'est que en fait, les robots et l'IA vont remplacer absolument tout le monde. Et on le voit déjà sur les dernières années, les développeurs, les ingénieurs sont les métiers les plus demandés à travers le monde. Ce sont les métiers les mieux rémunérés également. Alors la question, déjà, la première, ça va être sur les ingénieurs et les développeurs. Est-ce que ce besoin va de plus en plus s'accélérer ? Et ensuite, quels sont les métiers qui vont potentiellement être touchés le plus par l'IA ou par les robots, et comment est-ce qu'on arrive à mitiger en fait ce développement et le fait que ça soit plus rentable de ne potentiellement pas embaucher un être humain tout en préservant la population, on va dire. C'est des questions très compliquées. C'est une question très intéressante, mais très, très, très pertinente. La première des choses, c'est que les premiers métiers qui vont être touchés, c'est des métiers à caractère chronophage, notamment, et avec... je pense qu'on peut le voir à la fois avec une vision, on va dire, une personne qui croit au Père Noël, dans le sens où on peut dire que ça va enlever une pénibilité au travail ou des choses comme ça. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur ça pour vendre, on va dire, cet aspect-là. Donc, tous les métiers qui vont être plutôt à répétition et chronophage, donc c'est la première des choses qui va être amenée à disparaître, mais ça va être la suite logique par exemple, de l'automatisation avec les robots de l'ère précédente. Aujourd'hui, on va avoir vraiment ce premier niveau-là qui va plutôt disparaître, je pense. Donc, quelque chose qui peut être vraiment automatisé avec de l'IA, donc d'une manière assez facile, etc. Donc, les entreprises vont plutôt prôner, on va dire, la vélocité et la rapidité dessus sur ces éléments-là. Surtout si c'est chronophage, une IA peut remplacer tant d'humains. Ça va être la première vision qui va être mise en avant. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça va être aussi les métiers qui sont orientés avec une compréhension mathématique. Parce qu'en fait, l'IA, par exemple, pour elle, c'est une vision vectorielle des choses, matricielle, etc. Donc tous ces éléments-là où on utilise un peu des mathématiques vont être amenés à disparaître. Sauf les personnes qui vont être à la conception de ça vont rester justement. Et les personnes qui utilisent, on va dire, des mathématiques, que ce soit dans des usines ou des choses comme ça va encore être automatisé à son apogée. Et ça va être la suite logique des automatisations qui existent aujourd'hui, sauf qu'on va rajouter des choses qui n'étaient pas possibles avant, justement grâce à l'IA. Notamment avec toutes les solutions qu'on retrouve, la détection d'images ou des choses comme ça. Et il y a d'autres métiers qui vont être assez intéressants, je pense à la médecine notamment. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. On a donné entre 1 million et 6 millions, je crois, de radios avec une tumeur au cerveau, avec des typologies très différentes et autres. Et une IA s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, il y avait des cancers et des tumeurs qui allaient apparaître, etc. Et la plupart des médecins ne l'avaient pas décelé, justement, sur beaucoup de patients. Donc on va pouvoir justement, comme je le disais, c'est une intelligence à part entière parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Eh bien, ça va venir aussi aider des métiers comme la médecine ou d'autres choses, justement, à être beaucoup plus précis ou avoir un autre type de vision pour justement avoir ces choses-là. Donc là, c'est... Ouais, justement, j'ai le père d'un ami qui est radiologue. Et lui, il avait dit je serai l'un des premiers concernés par l'émergence des IA parce que il dit en fait, moi, certes, j'ai des années de métier derrière moi, donc j'arrive à reconnaître certaines choses. Déjà, j'arrive pas à reconnaître tout. Et à côté de ça, les jeunes en fait qui arrivent dans ce métier-là,
eux, s'ils ne savent pas se servir de l'IA, s'ils n'ont pas en fait quelque chose en plus, en fait, ils vont très vite perdre leur emploi et devoir se rediriger ailleurs. Donc, en fait, on voit encore une fois la force de l'IA, c'est que ça a été entraîné sur des millions et des millions de cas d'avant, ce qui donne la possibilité en fait de pouvoir potentiellement diagnostiquer quelque chose. Mais l'être humain, là où il va être plus fort, c'est là lorsqu'on a des nouveaux cas et des cas qui n'ont jamais été vus avant. Exact. Mais ça va être une très faible proportion des gens, quoi. C'est ça, donc on va garder peut-être des personnes qui vont donner un peu la partie wise, on va dire sagesse dessus, sur certains types de métiers. Donc leur valeur ajoutée, ça va être là pour aller voir des choses bien particulières, ou des métiers où on va avoir une certaine sensibilité ou des choses comme ça, on va devoir du coup encore mettre l'humain au cœur des choses. Mais pour la plupart des métiers à tâches chronophages et sans vraiment valeur ajoutée humaine, entre guillemets, c'est ce qui va être amené à disparaître aujourd'hui. Et pour l'emploi, c'est pas forcément qu'une menace, ça peut être aussi propice pour les nouvelles générations, comme tu le citais juste avant, pour aller sur d'autres métiers et du coup être dans l'air du temps justement pour travailler sur des métiers qui sont en vogue. Si on voit les offres d'emploi aujourd'hui, ça va pas être des choses qui vont être orientées sans l'IA dedans. Donc déjà, on est dans cette ère du temps, mais pour les personnes qui sont déjà dans le marché du travail, etc., ça implique une transformation comme ce qu'on a dans d'autres secteurs d'activité. Ouais. Donc aujourd'hui, oui, c'est une menace dans le sens où les tâches chronophages vont être amenées à disparaître, en tout cas en partie. Mais derrière, ça suit la suite logique sur toutes les explosions et les autres choses. C'est juste que là, on arrive dans une nouvelle révolution et du coup qui implique justement du positif et du négatif. Et je pense que c'est comme quand il y a eu des explosions dans l'industrie ou des choses comme ça. Il faut prendre le train au bon moment et c'est ce qui va permettre justement de gagner mieux si on est ingénieur dans l'IA ou des choses comme ça. Donc, j'ai envie d'arriver sur la dernière partie qui sont les solutions un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et l'une des choses que moi je vois, c'est ce qui s'est passé notamment avec OpenAI, qui a commencé en tant que non-profit. Aujourd'hui, ils ont un peu abandonné cette branche-là et donc c'est devenu une entreprise privée qui a pour but de générer de l'argent. Et la plupart des entreprises aujourd'hui qui développent l'IA sont des entreprises à but lucratif. C'est-à-dire qu'elles doivent se rémunérer, ça veut dire qu'elles doivent gagner de l'argent. Lorsqu'on a de l'argent en jeu et lorsqu'on parle du côté un peu éthique, en fait, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, on va être plus motivé par l'argent que par l'éthique. Tandis que l'open source, comme tu présentais tout à l'heure, c'est censé être un bien commun dans le sens où le public va œuvrer pour pouvoir produire la meilleure chose possible pour tous les gens autour. Comment est-ce qu'on arrive à mitiger ce risque-là des entreprises privées qui développent la plupart des solutions d'IA pour justement, pas en tant que bien public, mais en tant que quelque chose de lucratif ? Justement, c'est un gros problème aujourd'hui parce que, on va dire, les GAFAM et autres sont des entreprises qui sont pour la plupart plus puissantes que des États. Et en fait, elles s'immergent dans une réflexion étatique. C'est-à-dire que si on prend Apple, par exemple, aujourd'hui, c'est une banque, c'est de l'éducation, c'est un moyen de transport avec leur Apple Car. Ils sont dans tous les domaines et tous les volets. À chaque fois, ils cherchent à développer. Ils sont même dans la santé. En fait, ils récupèrent des métriques avec leur montre pour faire des choses autour de cela. Donc aujourd'hui, en fait, il faudrait limite les amener à l'ONU, des choses comme ça, je pense, parce que c'est vraiment des États en tant que tels. Donc c'est peut-être une petite blague, mais on est vraiment à ce niveau-là en termes de GAFAM. Donc aujourd'hui, c'est vraiment voir comment, justement, en fonction de leur vision, et la plupart sont louables, entre guillemets, en tout cas, c'est ce qu'ils écrivent, sur comment, en fait, on peut avoir un partenariat avec des États ou des choses comme ça pour, justement, développer, avoir une traçabilité, etc. Ou peut-être dire que si on souhaite, justement, l'utiliser ou des choses comme ça, eh bien, il faut que ça respecte un certain nombre de normes par rapport à un État ou un continent ou des choses comme ça. On va dire qu'aujourd'hui, ça se développe tellement à une vitesse drastique et que l'argent passe avant tout qu'on en perd vraiment le contrôle. On voit bien qu'il y a certaines entreprises qui ne payent pas de taxes, etc., et qu'on est censé les rattraper derrière. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de... À part de la réglementation, il n'y a pas vraiment de manière de gérer ça. Et on se rend compte justement sur toutes les données. Je peux donner un exemple sur des entreprises américaines qui sont basées sur des territoires européens. Et en fait, dans certaines clauses, normalement, les données doivent rester en Europe, justement. Mais en fait, dans certains cas, qu'ils appliquent quasiment tout le temps, les données transitent aux États-Unis ou des choses comme ça. Donc on se rend compte que oui, il y a ce qui est dit sur le papier, mais en réalité, parce que je viens du monde de la tech, on est très très loin de ce genre de choses. Donc je pense qu'on est vraiment
sur quelque chose qui est assez utopique, à part rajouter de la réglementation, et qui n'est pas forcément suivi Mhm. aujourd'hui. Et je me rends compte sur des usages faciles, notamment sur l'implication de la donnée en tant que telle. Eh bien, il faudrait créer l'équivalent d'un concurrent, des GAFAM ou des choses comme ça, ce qui est Ouais, assez assez impossible aujourd'hui, compliqué, c'est ouais. ça. Mais c'est justement sur ça que porte ma dernière question. Généralement, on se dit que l'IA, c'est fait pour tout le monde. Donc, il devrait y avoir une coopération internationale. Et de l'autre côté, quand on regarde, la plupart des géants de l'IA sont basés aux États-Unis. C'est ça. Donc, en fait, encore une fois, hein, on parle d'une coopération internationale pour permettre le meilleur produit pour l'humanité au sens large. Mais de l'autre côté, les États-Unis détiennent tous les géants. Donc, en fait, ils devraient avoir un mot à dire un peu plus fort parce que l'innovation vient de chez eux. Comment est-ce qu'on arrive à mitiger ça? Comment est-ce qu'on arrive à à ne pas donner le pouvoir total aux États-Unis? Donc oui, comme tu disais, peut-être créer notre propre GAFAM, ce qui est assez compliqué, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens tout simplement C'est ça. que les US. Comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose qui est équitable pour tout le monde et globalement qui est une bonne chose pour tout le monde? Eh bien, c'est une très bonne question encore. Et du coup, la première des choses, c'est d'avoir la réflexion entre Linux et Windows. Donc, c'est d'impliquer la communauté pour ce bien-là, justement. Mhm. C'est une des premières choses qui va permettre de développer quelque chose sans propriété derrière. Donc c'est vraiment se baser sur ça qui va permettre un premier niveau pour contrer ça. Parce qu'en fait, avec un bien commun, même si on n'a pas le même argent que les autres personnes, on voit qu'on développe des choses assez intéressantes. Mhm. Et à tel point qu'elles sont intéressantes, c'est les GAFAM vont venir se plugger dessus pour utiliser des solutions. Parce qu'elles se rendent compte que c'est quelque chose d'assez important et d'assez intéressant. La deuxième des choses, c'est ce qu'on est en train de faire ici notamment, c'est essayer de développer nos propres solutions, mais sur des choses bien pertinentes. Donc vraiment Mhm. se développer sur des use cases bien précis, des choses comme ça, qui va nous permettre justement, pas forcément d'être à leur niveau sur toute la chaîne, mais avoir nos spécificités sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Et du coup, s'ils s'appuient sur nos spécificités, on aura le contrôle dessus et on sait ce qui a Mhm. été fait dessus également. Donc, c'est les deux volets qui sont assez intéressants, se baser sur la communauté. Et le deuxième, c'est de se dire que si on développe des choses qui ne sont pas faites aux États-Unis, mais sur des endroits bien particuliers, c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir ces solutions-là également. Et le troisième aspect, c'est de parler de réglementation. Mais comme je le citais Mhm. avant, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et Mhm. pour donner un exemple chiffré, c'est à peu près 7 000 milliards, je pense, les nouveaux investissements en IA aux États-Unis. Et si on prend la France, ou même à l'échelle européenne, on n'est qu'à quelques petits milliards par Mhm. rapport à ça. Et je crois que c'est 7 000 milliards juste pour quelques entreprises d'IA. Donc on Mhm. se rend compte qu'il y a la suprématie des GAFAM, mais pour moi, il faut utiliser l'humain et de se dire qu'on travaille avec eux de la manière la plus efficace possible. On arrive à la fin de ce podcast, Kassem. Génial. Est-ce que tu aurais un mot de fin? Juste pour tous les gens qui ont regardé cet épisode-là, qui s'intéressent à l'éthique, qui s'intéressent à l'IA en général. Je pense que l'IA, c'est une définition assez propre à chacun. C'est quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours, mais qu'on doit prendre avec parcimonie. Ne pas forcément donner ses données, c'est les choses les plus sensibles qu'on a aujourd'hui. C'est limite ce qui nous caractérise et notre ADN. Mhm. Je vous invite aussi à demander toutes les données que vous avez données à ChatGPT. Ils vont faire un petit résumé de votre personne. Il n'y a Ah pas ouais. besoin de faire une biographie. ChatGPT le fait pour nous. Je vous donnerai le prompt si vous voulez. Ah, avec plaisir. Et si vous demandez toutes les données qu'il a sur vous, en fait, c'est vraiment une biographie, ce que vous aimez manger, ce que vous faites, etc. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on utilise ChatGPT comme Google, en fait, on le Mhm. remplace. Donc vraiment faire attention à ces données sensibles, les partager d'une manière plutôt anonymisée ou opaque. C'est ce qui permet justement de contrer ce genre de choses-là. Et je pense aussi qu'en termes d'éthique, il faut être aussi comprendre ce qu'est l'éthique, se comprendre comment qu'en fait l'usage que vous faites de l'intelligence artificielle doit être fait comme les valeurs que vous avez dans votre vie de tous les jours. Essayer de travailler sur ça, etc. Et plutôt s'orienter vers des IA plutôt responsables avec ces choses-là et partager un maximum avec la communauté, même des avis, même si on n'est pas forcément technique dessus. Mhm. Mais vraiment donner son avis, ça va permettre justement à des chercheurs ou des développeurs d'orienter ça un maximum dessus. Et le troisième niveau, je pense qu'il faut aussi, avec l'éthique, ça va de pair avec l'écologie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on travaille avec justement des data centers ou des choses comme ça
et leur usage n'est pas fait à 100% dessus. Mmh. Donc au lieu de continuer à développer, on va dire, des puissances de calcul, etc., eh bien plutôt verdir, on va dire, le numérique un maximum. Donc utiliser ça pour réussir à verdir le numérique et non développer des choses qui vont être là pour maximiser les performances, oui, mais si on ne l'utilise pas à 100%, ça pose un gros problème. Génial. Merci beaucoup. Merci.